Il existe une plante qui pousse sur 6 continents et qui contient 5 fois plus de magnésium que les épinards, plus que n'importe quelle capsule de supplément et plus que n'importe quelle céréale enrichie sur le marché. Elle produit 70 000 graines par plante et ces graines restent vivantes dans le sol pendant 40 ans. Des corps anciens retrouvés dans des tourbières la contenaient encore dans leur estomac. Pourtant, le monde occidental l'a classée comme une mauvaise herbe. L'industrie des suppléments génère près de 7 milliards de dollars par an en vendant des pilules de magnésium. Pendant ce temps, cette plante pousse dans les fissures des trottoirs. Donc à la fin de cette discussion, vous saurez exactement pourquoi une plante plus nutritive que tout ce qui se trouve dans votre épicerie s'est retrouvée sur la liste des plus recherchés de l'agriculture et comment ne plus jamais payer pour du magnésium. Entrez dans n'importe quelle cuisine traditionnelle du nord de l'Inde en hiver et observez les familles préparer leur repas du matin. Elles cuisineront des feuilles vert foncé avec un revêtement blanc poussiéreux dans des currys et des pains plats appelés parathas. Ce n'est pas des épinards, ce n'est pas du chou frisé, c'est du batua et plus de 300 millions de personnes à travers l'Asie du Sud en mangent chaque semaine. Qui dans les contreforts himalayens du Népal, ils l'appellent betu. Les agriculteurs là-bas la considèrent comme une nutrition hivernale essentielle. En Turquie, les villageois l'appellent ak sirken. Ils l'ont cueilli dans des endroits sauvages pendant des générations, au-delà de toute mémoire. Dans le Mexique rural, les cuisiniers traditionnels l'appellent kelit. Ils l'incorporent dans les tamales et la mettent dans les soupes. Voici le premier indice que quelque chose a mal tourné. Vous connaissez les épinards, le chou frisé, la roquette, la bête à carde et le chou vert. Ces légumes sont présents dans toutes les épiceries occidentales. Mais cette plante, consommée par plus de gens que toutes ces verdures combinées, n'existe pas dans la conscience occidentale. La plupart des Américains n'ont jamais entendu aucun de ces noms. Le problème commence par la fragmentation. Les Indiens l'appellent batua. Les Népalais l'appellent betu. Les Turcs l'appellent ak sirken. Les Mexicains l'appellent kelit. Les agriculteurs britanniques l'appelaient autrefois faten. Les botanistes américains l'appellent Chenopodium album. Des dizaines de noms pour une seule plante, aucune identité unifiée dans les langues occidentales. Quand une plante n'a pas de nom cohérent, elle n'a pas de présence cohérente dans les livres de cuisine, dans les bases de données ou dans les propositions de financement de recherche. La fragmentation n'était pas intentionnelle, mais le résultat fut l'effacement. Comparez cela à la coriandre. C'est la même plante que la coriandre, nom différent pour les feuilles et les graines, mais la culture culinaire occidentale a unifié ces noms. Tout le monde connaît la coriandre, elle apparaît dans toutes les épiceries. Cette plante ancienne n'a jamais bénéficié de cette unification. Elle est restée étrangère à chaque rencontre, séparée, jamais familière, jamais intégrée, jamais comprise, considérée maintenant la désignation officielle. Cette plante nourrit des centaines de millions de personnes. Des civilisations anciennes l'ont cultivée pendant des milliers d'années. Elle figure parmi les 5 mauvaises herbes agricoles les plus répandues sur Terre. Aliment dans un pays, classification comme poison dans un autre. Les mêmes feuilles que les grands-mères indiennes cuisinent pour les dîners de famille sont les mêmes feuilles que les agriculteurs américains pulvérisent d'herbicides. Quand la culture sans permission est-elle devenue un crime ? Les archives anciennes racontent une histoire complètement différente. Pour comprendre comment cela s'est produit, nous devons remonter non pas de décennies ni de siècles, mais de millénaires. En 1950, des ouvriers danois coupant de la tourbe dans une tourbière près du village de Tolland ont découvert quelque chose qui allait changer l'archéologie pour toujours. Ils ont trouvé un corps humain si parfaitement conservé qu'ils ont d'abord appelé la police, pensant avoir découvert une victime de meurtre récente. Le corps appartenait à un homme décédé il y a plus de 2400 ans. Les scientifiques l'ont nommé l'homme de Tolund. Son visage est resté si intact que l'on peut encore voir ses yeux clos, son front ridé et la barbe naissante sur son menton. Il semblait dormir, mais les scientifiques s'intéressaient surtout à autre chose, son estomac. En 2021, des chercheurs du Musée national danois ont mené l'analyse la plus détaillée jamais réalisée sur le dernier repas de l'homme de Tolund. Ils ont utilisé la microscopie avancée et l'analyse lipidique pour identifier exactement ce qu'il avait mangé dans les heures précédant sa mort.
Les résultats ont rempli des pages de la revue scientifique Antiquity. Orge persicaire, pâle, graines de lin, sarrasin sauvage et une plante est apparue en concentration plus élevée que tout autre grain ou graine. La plante dont nous parlons aujourd'hui remplissait son estomac. Ce n'était pas une mauvaise herbe pour lui, c'était de la nourriture intentionnellement cultivée et récoltée. L'homme de Tolund n'était pas seul, un autre corps retrouvé dans une tourbière à proximité, appelé l'homme de Grobal, montrait le même régime alimentaire, même plante, même culture intentionnelle, même preuve d'un système alimentaire dont nous avions oublié l'existence. L'examen du contenu stomacal de corps humains, de l'âge du fer conservé dans les tourbières du nord de l'Europe, révèle que les feuilles et les graines de cette plante étaient récoltées et consommées il y a plus de 3000 ans. Ce n'était pas de la cueillette, c'était de l'agriculture, mais l'Europe n'était pas le seul endroit où les humains reconnaissaient la valeur de cette plante. À 5000 miles à l'ouest, une civilisation entièrement séparée a fait la même découverte de manière indépendante. Dans les vallées fluviales de l'est de l'Amérique du Nord, quelque chose de remarquable s'est produit il y a environ 5000 ans. Les peuples autochtones ont commencé à planter et à cultiver intentionnellement des membres de la famille des chénopodes. Ils ont sélectionné des graines plus grosses, ils ont développé des techniques de stockage, ils ont créé des réseaux commerciaux. Il y a 3800 ans, au moins 5 plantes à graines domestiquées formaient un complexe agricole cohérent dans le couloir des rivières, s'étendant du Missouri moderne à l'Ohio. Car les proches de cette plante étaient au centre de ce système. Les archéologues appellent cela le complexe agricole oriental. Il précède l'arrivée du maïs du Mexique de près de 2000 ans. Pendant des millénaires, les civilisations amérindiennes sont devenues riches et peuplées grâce à des cultures que les Américains modernes appellent des mauvaises herbes. À Russell Cave, en Alabama, des archéologues ont trouvé des preuves directes de cette agriculture oubliée. Des graines de la famille des Chenopodium étaient stockées intentionnellement et cultivées systématiquement. Ce n'était pas une source de nourriture mineure, c'était une culture de base. 3 événements de domestication distincts se sont produits. Les montagnes des Andes en Amérique du Sud, les hauts plateaux du Mexique central et les forêts de l'Est de l'Amérique du Nord. 3 civilisations indépendantes ont observé cette plante et sont parvenues à la même conclusion. Elle est précieuse, elle mérite d'être cultivée et elle nourrit notre peuple. Et voici peut-être le lien le plus révélateur de tous. Vous avez entendu parler du quinoa, le super aliment andin ancien qui coûte maintenant $8 la livre dans les magasins d'aliments naturels, le grain que les influenceurs Instagram ajoutent à leur bol de smoothie et la graine qui génère des centaines de millions de dollars de ventes annuelles. Le quinoa est Chenopodium quinoa, la plante dont nous discutons est Chenopodium album. Ce sont des parents proches du même genre avec des profils nutritionnels similaires. Des études récentes publiées dans le Journal of Food Composition and Analysis les ont comparés directement. Les résultats ont choqué les chercheurs. Le Chenopodium album a démontré des profils nutraceutiques et d'acides aminés supérieurs à ceux du quinoa. La mauvaise herbe surpasse le superaliment. La plante gratuite bat la plante chère. Et presque personne dans le monde occidental n'en a jamais entendu parler. Cette plante s'appelle le chénopode blanc. C'est son nom américain le plus courant. Chenopodium album, c'est la plante la plus nutritive dont on ne vous a jamais parlé. Laissez-moi vous montrer ce que la science moderne a confirmé concernant sa composition. Dans une portion de 100 grammes de feuilles crues de chénopode blanc, vous recevez 96% de vos besoins quotidiens en vitamine C, 73% de votre vitamine A, 37% de votre riboflavine, 37% de votre manganèse et 31% de votre calcium, tout cela pour seulement 43 calories. Comparez cela aux épinards, la verdure que les nutritionnistes célèbrent. Le chénopode blanc contient environ 2 fois plus de vitamine B1, 2 fois plus de vitamine B2, 3 fois plus de vitamine C et 3 fois plus de calcium. Comparez-le au chou frisé, le légume qui a lancé 1000 marques de bien-être. Et le chénopode blanc contient environ 2,5 fois plus de vitamine A que le chou frisé. Il est plus riche en protéines, plus riche en fibres et plus riche en la plupart des minéraux importants. Mais le véritable trésor est la teneur en minéraux.
Des recherches publiées par le United States Botanic Garden ont comparé des espèces sauvages comestibles à des légumes courants d'épicerie. Ils ont testé le chénopode blanc par rapport à la laitue, aux épinards et aux choux. Les résultats exigent de l'attention. Le chénopode blanc contient plus de 2 fois plus de potassium que ses légumes verts commerciaux et 3 fois plus de calcium. Et voici le chiffre qui change tout, 5 fois plus de magnésium. 5 fois plus de magnésium que les épinards, 5 fois plus que la laitue et 5 fois plus que le chou. Pas de pilule, pas de suppléments, pas de poudre chère, juste des feuilles qui poussent dans les plates-bandes, dans les fissures des trottoirs et dans les sols perturbés sur 6 continents. La teneur en protéines raconte sa propre histoire. Les feuilles fraîches de chénopode blanc contiennent 4,3% de protéines pour 100 grammes, ce qui est plus élevé que la plupart des légumes à feuilles, mais sécher les graines et les chiffres deviennent remarquables. Des recherches publiées dans Food Science and Nutrition ont montré une teneur en protéines dans les graines de chénopode blanc allant de 16,6% à 19,7%, comparable à de nombreuses légumineuses et meilleure que la plupart des céréales. Et voici ce qui rend la teneur en minéraux particulièrement précieuse. De nombreux légumes à feuilles contiennent des niveaux élevés d'acide oxalique. Les oxalates se lient aux minéraux comme le calcium et le magnésium, réduisant la quantité que votre corps peut réellement absorber. Les épinards sont connus pour cela. Ils semblent nutritifs sur le papier, mais les oxalates volent une grande partie de cette valeur. La recherche sur les espèces de chénopodium a trouvé quelque chose de différent. Compte tenu du pourcentage élevé de magnésium et du rapport de l'acide oxalique au calcium plus magnésium, le chénopode blanc avait des ratios d'interférence inférieurs à ceux de la betterave ou des épinards. Il a une meilleure biodisponibilité. Plus de ce que vous mangez atteint réellement vos cellules. L'industrie des suppléments ne veut pas que vous compreniez cette distinction. Ils vendent des composés de magnésium isolés, oxyde de magnésium, citrate de magnésium, glycinate de magnésium. Chacun a des taux d'absorption différents et chacun nécessite des achats supplémentaires lorsque les bouteilles sont vides. Le magnésium sous forme végétale est accompagné de cofacteurs, d'enzymes, de fibres et de nutriments complémentaires que l'évolution a conçus pour fonctionner ensemble. Votre corps reconnaît les aliments, il ne reconnaît pas toujours les pilules. Mais la nutrition seule n'explique pas pourquoi cette plante a été effacée de la conscience occidentale. La véritable réponse réside dans quelque chose d'encore plus remarquable, quelque chose qui menace le modèle économique de la production alimentaire moderne. Le chénopode blanc produit en moyenne 72 000 graines par plante. Certains spécimens en produisent plus de 100 000. Dans des conditions idéales, des chercheurs ont documenté des plantes produisant jusqu'à 500 000 graines. Une seule parcelle bien établie peut libérer 50 millions de graines par hectare. Ces chiffres sont difficiles à appréhender, alors laissez-moi les rendre concrets. Une plante de chénopode blanc dans votre jardin cet été produira suffisamment de graines pour planter tout un quartier et vous n'avez rien à faire. La plante disperse ses propres graines. Elle ne nécessite aucune intervention, aucune collecte, aucun stockage et aucune replantation. Mais voici ce qui transforme l'abondance en permanence. Ces graines ne meurent pas. Des études sur la longévité des graines ont révélé que les graines de chénopode blanc restent viables dans le sol pendant 12 à 78 ans. Une étude a documenté des taux de germination de 32% après 20 ans d'enfouissement. Une autre a trouvé des graines viables après 40 ans. Pensez à ce que cela signifie. Votre arrière-grand-mère aurait pu planter du chénopode blanc une seule fois, sans rien faire d'autre, et vous pourriez récolter de sa plantation originale aujourd'hui. La plante s'adapte également à presque toutes les conditions. Des recherches publiées dans PLOS ONE ont documenté une germination remarquable dans une large gamme de conditions environnementales, combinée à une tolérance exceptionnelle au stress abiotique. Une germination maximale de 94% s'est produite à des températures optimales, mais la plante a germé avec succès dans des conditions de sécheresse, de forte salinité et de mauvaise qualité du sol. Elle pousse dans un sol léger, moyen, lourd, acide, alcalin, sableux
et argileux. De la zone de rusticité USDA3 à la zone 10, de la Scandinavie à l'Afrique du Sud, du niveau de la mer aux hautes vallées montagneuses, voilà à quoi ressemble la résilience. Pas des semis fragiles nécessitant une attention constante, pas des variétés hybrides exigeant des engrais spécifiques, mais une plante qui s'établit et revient indéfiniment, ne nécessitant aucune infrastructure et construisant des systèmes alimentaires permanents. Considérez maintenant ce que cela signifie pour les industries existantes, acheter des graines une fois, planter une fois, récolter pour toujours. Que devient le revenu d'une entreprise semencière lorsqu'une culture se perpétue? Que se passe-t-il lorsque les clients n'ont plus jamais besoin d'acheter? L'industrie mondiale des semences génère plus de 60 milliards de dollars par an. Maïs, soja, blé, coton, ces cultures nécessitent de nouveaux achats de semences à chaque saison de plantation. De nombreuses variétés modernes sont des hybrides qui ne se reproduisent pas fidèlement. Certaines sont brevetées. Le modèle commercial dépend entièrement de la répétition. Et le chénopode blanc rompt ce modèle. Il refuse de participer à des transactions annuelles. Il ne peut pas être contrôlé. Il ne peut pas générer de revenus récurrents. Du point de vue de l'industrie, cette plante n'a aucune valeur. Pire que sans valeur, c'est de la concurrence. L'industrie des suppléments est confrontée au même problème. Le marché mondial des suppléments de magnésium a atteint 3,5 milliards de dollars en 2023. Les projections indiquent une croissance à près de 7 milliards de dollars d'ici 2032. Cette croissance dépend d'une chose, une carence continue en magnésium. Les statistiques gouvernementales révèlent que près de 90% des adultes américains ne respectent pas l'apport alimentaire recommandé en magnésium. Certaines études suggèrent que près de la moitié de la population totale est cliniquement déficiente. Cette carence crée une demande. La demande crée des marchés. Les marchés exigent des produits. Le chénopode blanc menace chaque maillon de cette chaîne. Une plante qui fournit 5 fois plus de magnésium que les épinards, qui pousse sans culture et qui s'auto-ensemence pour toujours, ne coûte rien après l'établissement initial. Ce n'est pas un produit, c'est une solution. Et les solutions sont mauvaises pour les affaires. Les schémas de financement de la recherche révèlent clairement la structure. Recherchez PubMed, la base de données de la littérature médicale. Recherchez des études sur l'huile de poisson, vous trouverez plus de 15 000 résultats. Recherchez des études sur les suppléments de magnésium, des milliers d'autres. Maintenant, recherchez des recherches nutritionnelles sur le Chenopodium album. Quelques centaines d'études, la plupart menées en Inde, au Népal ou au Pakistan, et presque aucune financée par des institutions occidentales. Les articles scientifiques utilisent à plusieurs reprises le même mot pour décrire cette plante, négligée. Les caractéristiques nutritionnelles de l'espèce négligée, Chenopodium album. Ce mot apparaît encore et encore dans la littérature. La négligence n'est pas une conspiration. Aucune réunion secrète n'a eu lieu où des dirigeants ont décidé de supprimer le chénopode blanc. Aucun mémo n'a circulé pour exiger son effacement. Le mécanisme était plus simple. Les systèmes économiques voient ce qui profite aux systèmes économiques. La recherche suit le financement suit les brevets. Les brevets exigent le contrôle. Le chénopode blanc ne peut pas être contrôlé. Il s'auto-ensemence, il se propage, il se naturalise, il devient sauvage, il devient libre. Ouais, ce qui ne peut être possédé ne peut être vendu. Ce qui ne peut être vendu ne peut être commercialisé. Ce qui ne peut être commercialisé n'entre pas dans la conscience. La classification comme mauvaise herbe a achevé l'effacement. Les services de vulgarisation agricole décrivent le chénopode blanc comme l'une des mauvaises herbes les plus compétitives dans la production de cultures en rang. Des études documentent une perte de rendement de 13% dans le maïs avec une seule plante de chénopode blanc par 1,5 pied de rang et une perte de rendement de 25% dans le soja. Du point de vue de la monoculture industrielle, c'est une menace. La diversité est une inefficacité. La croissance spontanée est le chaos. Les mêmes traits qui rendent le chénopode blanc précieux comme aliment le rendent problématique pour une production de produits uniformes. Les fabricants d'herbicides ont besoin d'ennemis.
Le chénopode blanc est devenu une cible. Des milliards de dollars de produits chimiques sont conçus pour tuer une plante qui nourrit les gens. Le même schéma est apparu avec le trèfle blanc. Pendant 80 ans, les mélanges de semences de gazon américains contenaient du trèfle parce qu'ils fertilisaient naturellement le sol. Puis les entreprises d'herbicides ont eu besoin de marcher en temps de paix. Elles ont retiré le trèfle des mélanges de semences. Donc elles ont vendu du poison pour tuer ce qu'elles avaient auparavant vendu comme bénéfique. Personne n'a supprimé le chénopode blanc par une conspiration active. Le système a simplement oublié, ou plutôt il ne s'est souvenu que de ce qui pouvait être monétisé. Mais la plante ne se soucie pas de la monétisation. Elle ne se soucie pas des bénéfices trimestriels, de la valeur actionnariale ou de la capitalisation boursière. Elle se soucie de la reproduction. Elle se soucie de la survie. Elle se soucie de se propager partout où le sol et la lumière du soleil le permettent. Et elle attendait dans les banques de graines du sol sur 6 continents, dans les terrains perturbés près des chantiers de construction, dans les jardins où personne n'a pulvérisé d'herbicides, dans les fissures des trottoirs urbains, dans les terrains vagues et dans les marges entre ce que nous cultivons et ce que nous ignorons. Et les conséquences sanitaires de l'ignorance de cette plante vont bien au-delà de la simple nutrition. La carence en magnésium est devenue l'une des carences minérales les plus répandues dans le monde développé. Votre corps utilise le magnésium pour plus de 300 réactions enzymatiques, fonctions musculaires, transmission nerveuse, régulation de la glycémie, contrôle de la pression artérielle, synthèse des protéines et production d'énergie. Lorsque le magnésium est faible, tout en souffre. Et que les crampes musculaires y apparaissent en premier, puis une fatigue que le sommeil ne résout pas, puis une anxiété sans cause évidente, des battements de cœur irréguliers, des migraines et des difficultés à dormir. Les symptômes sont si courants que la plupart des gens supposent qu'ils font simplement partie de la vie moderne. Les médecins testent rarement la carence en magnésium. Les analyses sanguines standards mesurent le magnésium sérique, mais seulement 1% du magnésium de votre corps existe dans le sang. Les 99% restants se cachent dans les os et les tissus mous. Vous pouvez être gravement déficient alors que les analyses sanguines montrent des niveaux normaux. En attendant, l'agriculture moderne a dépouillé le sol de son magnésium. L'agriculture industrielle ne remplace pas les oligo-éléments. Les cultures poussent plus vite, mais contiennent moins de nutriments. Des études comparant les légumes de 1950 à aujourd'hui montrent des déclins minéraux spectaculaires. Les épinards que mangeait votre grand-mère contenaient plus de magnésium que les épinards que vous achetez maintenant. Cela crée une tempête parfaite. Un sol appauvri produit des aliments appauvris. Des aliments appauvris produisent des corps appauvris. Des corps appauvris créent une demande de suppléments. Les suppléments génèrent des profits. Les profits financent plus de recherches sur les suppléments. Le cycle se renforce. Le chénopode blanc brise ce cycle car il pousse là où d'autres plantes ont du mal. Il prospère dans les sols marginaux. Il extrait des minéraux, des profondeurs que les légumes à racines peu profondes ne peuvent atteindre. Sa racine pivotante profonde accède à des nutriments que les cultures modernes manquent entièrement. La plante concentre ce que le sol contient encore. Dans les environnements urbains, cela devient encore plus précieux. Les sols urbains sont souvent perturbés, compactés et apparemment hostiles à l'agriculture. Mais le chénopode blanc voit des opportunités là où d'autres plantes voient des obstacles. Il colonise les chantiers de construction. Il émerge des parkings en gravier. Il pousse à travers les fissures où la matière organique s'accumule. Les cueilleurs urbains à travers l'Amérique ont commencé à redécouvrir cette abondance. À Détroit, les jardins communautaires qui adoptent les plantes sauvages comestibles déclarent récolter des centaines de livres de chénopode blanc chaque saison. À Los Angeles, les communautés immigrantes du Mexique et d'Amérique centrale reconnaissent immédiatement le cueillite et se demandent pourquoi leurs voisins américains l'ignorent. Et à New York, les visites de cueillette incluent désormais l'identification du chénopode blanc comme une leçon standard. Le schéma se répète également en Europe. En Pologne, les cuisiniers traditionnels préparent
toujours le chénopode blanc sous le nom de Komosa biawa. En Allemagne, les générations plus âgées le connaissent sous le nom de Weisser Gänsefuß. En Grèce, les villages ruraux maintiennent la connaissance des méthodes de préparation de la vlitita transmises depuis des siècles. La connaissance existe, elle s'est simplement déconnectée de la conscience générale. La reconnexion ne demande que de l'attention. L'histoire révèle que le chénopode blanc a servi de nourriture de famine pendant les heures les plus sombres de l'humanité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des familles de toute l'Europe occupée ont survécu grâce à des plantes qui poussaient sans culture. Lorsque les lignes d'approvisionnement se sont effondrées et que les fermes ont été abandonnées, le chénopode blanc a émergé des sols perturbés et a nourri les affamés. Les survivants aux Pays-Bas pendant l'hiver de la faim, de 1944 à 1945, ont mangé tout ce qui poussait à l'état sauvage. Cette plante poussait partout à l'état sauvage. Le même schéma est apparu pendant la Grande Dépression en Amérique. Les familles rurales qui se souvenaient des anciennes connaissances cueillaient ce que les autres ignoraient. Elles ont étiré leurs maigres ressources avec des légumes verts gratuits qui ne nécessitaient aucun achat. La plante ne demandait rien en retour, ni argent, ni travail, ni infrastructure, juste une reconnaissance. En Chine, les registres historiques documentent la consommation de chénopodes blancs pendant d'innombrables famines remontant à des millénaires. La plante apparaît dans les anciens textes agricoles comme une sauvegarde fiable lorsque les récoltes de riz échouaient. Les paysans savaient que cette verdure apparaîtrait quand tout le reste disparaîtrait. Cette histoire contient une leçon que nous avons oubliée. La résilience ne vient pas de la complexité, elle vient de la simplicité de plantes qui n'ont pas besoin de nous, de systèmes alimentaires qui fonctionnent quand tout le reste échoue. Nos ancêtres l'avaient compris. Ils maintenaient des relations avec les plantes sauvages, précisément parce que la civilisation s'effondre parfois. Nous avons échangé cette résilience contre la commodité, contre des légumes emballés sous plastique expédiés de continents lointains, contre des compléments fabriqués en usine et contre l'illusion que les épiceries resteront toujours approvisionnées. La pandémie a révélé à quel point ces hypothèses sont fragiles. Les étagères se sont vidées en quelques jours, les chaînes d'approvisionnement ont cédé sous la pression. La connaissance pour retrouver cette abondance est simple. L'identification ne demande aucune expertise. Cherchez le revêtement blanc farineux distinctif sur les jeunes feuilles, comme si quelqu'un avait saupoudré de la farine sur la surface. Les feuilles sont triangulaires ou en forme de losange d'environ 3 à 7 cm de long sur les plantes matures. Les bords ont des dents irrégulières. Les feuilles supérieures apparaissent cireuses et non mouillables. Le revêtement poussiéreux s'enlève facilement. En dessous, les feuilles ressemblent à n'importe quel légume à cuire. Vert foncé sur le dessus, parfois violacé en dessous. Alors que des grappes denses de minuscules fleurs vertes apparaissent sur des épis à mesure que la plante mûrit. Des plantes similaires existent. Les espèces d'aroche sont le plus souvent confondues avec le chénopode blanc. Mais voici le fait important, elles sont également comestibles. La confusion ne présente aucun danger. Vous pourriez vous retrouver avec des légumes légèrement plus salés. Vous ne serez pas empoisonné. La culture est presque inutile. La plante apparaît spontanément dans la plupart des jardins. Arrêtez de la désherber, c'est tout le secret de la culture. Si vous voulez établir une parcelle délibérément, dispersez des graines sur un sol perturbé au printemps après la dernière gelée, arrosez occasionnellement jusqu'à l'établissement, puis retirez-vous. La plante ne demande rien d'autre. Récoltez les jeunes feuilles lorsque les plantes mesurent 15 à 20 cm de haut. C'est à ce moment qu'elles sont les plus tendres. Vous pouvez récolter continuellement tout au long de la saison de croissance en cueillant les pousses du haut. De nouvelles feuilles se régénèrent en quelques jours. Les jeunes pousses peuvent être consommées crues. Ajoutez-les aux salades. La saveur est douce, légèrement minérale, avec un soupçon d'épinard. Ouais, les feuilles sont de préférence cuites. Traitez-les exactement comme vous traiteriez les épinards. Faites-les revenir avec de l'ail, ajoutez-les aux soupes, incorporez-les aux omelettes ou mélangez-les dans des smoothies. Les boutons floraux et les jeunes fleurs sont également comestibles lorsqu'ils sont cuits. Ils ajoutent de la texture et une saveur légèrement différente. Pour la récolte des graines, attendez la fin de l'été ou l'automne lorsque les têtes de graines deviennent
foncées et sèches. Effeuillez les grappes dans un récipient. Ventez légèrement en versant les graines entre deux récipients dans une brise. La balle s'envole. Grillez légèrement les graines nettoyées avant de les manger, broyez-les sans farine ou faites-les bouillir en bouillie. Une note sur la préparation. Comme les épinards et de nombreux légumes à feuilles, le chénopode blanc contient des oxalates. Pour la plupart des gens, cela ne pose aucun problème, mais si vous avez des préoccupations concernant les calculs rénaux ou si vous en consommez de très grandes quantités régulièrement, un blanchiment rapide réduit les niveaux d'oxalates. Versez de l'eau bouillante sur les feuilles, laissez reposer 2 minutes, puis égouttez. Les oxalates se dissolvent dans l'eau que vous jetez. Conservez les graines séchées dans des récipients hermétiques. Et l'eau reste viable pendant des années. C'est votre assurance contre les futurs incertains, des graines qui ne nécessitent ni électricité, ni chaîne d'approvisionnement, ni magasin fonctionnel, juste un stockage au sec et de la patience. Considérez ce que signifie réellement la sécurité alimentaire. Les étagères des épiceries peuvent se vider en quelques heures lors d'urgence. Les chaînes d'approvisionnement s'étendent sur les océans et dépendent du carburant, de l'électricité et de la stabilité politique. Le repas moyen parcourt plus de 1500 miles avant d'atteindre votre assiette. Chaque maillon de cette chaîne représente un point de défaillance potentiel. Imaginez maintenant un modèle différent, des aliments qui poussent sans être replantés, une nutrition qui ne nécessite aucun achat, des graines qui attendent patiemment sous terre pendant des décennies et une récolte qui se régénère en quelques jours après la coupe. Ce n'est pas un fantasme, c'est le chénopode blanc. C'est ce que nos ancêtres comprenaient avant que nous n'oublions. La crise climatique rend cette connaissance encore plus urgente. Les sécheresses s'intensifient dans les régions agricoles. Les vagues de chaleur détruisent les cultures conventionnelles. Les nappes phréatiques diminuent. L'irrigation devient plus coûteuse. Le système alimentaire industriel qui a remplacé les savoirs traditionnels montre des fissures. Le chénopode blanc prospère exactement dans ces conditions. Tolérance à la chaleur, résistance à la sécheresse et capacité à pousser dans un sol pauvre. Cette plante a évolué pour le monde que nous sommes en train de créer. Elle s'est préparée à des conditions auxquelles nos cultures choyées ne peuvent survivre. Chaque jardin qui maintient une parcelle de chénopode blanc détient une assurance contre les récoltes incertaines. La vraie question n'est pas de savoir si vous devriez cultiver le chénopode blanc. Il pousse tout seul. La question est de savoir si vous le reconnaîtrez quand il apparaîtra, si vous y verrez de la nourriture ou une mauvaise herbe. Il y a 3000 ans, un homme au Danemark a mangé cette plante pour son dernier repas. Son corps, conservé dans la tourbe, nous montre ce qu'il appréciait. Il y a 5000 ans, des agriculteurs amérindiens cultivaient ces proches comme aliments de base. Leurs graines, conservées dans des sédiments de cavernes, nous montrent ce qu'ils savaient. Cette connaissance n'a jamais été perdue. Les grands-mères indiennes cuisinent encore le batua chaque hiver. Les villageois himalayens cueillent toujours le bétu sur les pentes sauvages. Les cuisiniers mexicains incorporent toujours le kelite dans les plats traditionnels. La sagesse a survécu partout, sauf là où l'agriculture industrielle et le marketing des suppléments ont atteint une domination totale. L'industrie des suppléments ne vous parlera pas de cette plante. Il n'y a aucun profit à vous orienter vers une nutrition gratuite. L'industrie des semences ne la promouvra pas. Vous ne pouvez pas vendre des produits annuels quand une seule plantation dure éternellement. Et l'établissement agricole ne la célébrera pas. Vous ne pouvez pas pulvériser d'herbicides sur des cultures vivrières, mais les graines ne lisent pas les rapports de marché. Elles ne suivent pas les cours des actions. Elles n'assistent pas aux réunions du conseil d'administration. Elles sont restées dans votre sol pendant des décennies, attendant une perturbation, attendant la lumière, attendant que quelqu'un arrête de les empoisonner et commence à les récolter à la place. Les graines attendent dans le sol depuis 40 ans. La question est de savoir si vous serez prêt lorsqu'elles décideront enfin de pousser. Et bien aussi cette histoire a changé votre façon de voir les mauvaises herbes dans votre jardin. Veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer, planter l'avenir. Le prochain trésor sera bientôt révélé.